Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'art italien connaît à la fin du XVIe siècle une véritable guerre de succession. Les uns, dans le sillage de Giorgio Vasari, tentent de capitaliser sur le succès et le prestige de la Bella Maniera, issue de l'imitation des grands maîtres, et de Michel-Ange en particulier, poussant le plus loin possible la complexité expressive et presque abstraite de leur composition, dans le cadre d'une réforme catholique qui encourage les artistes à frapper de la manière la plus forte possible la sensibilité des fidèles. D'autres, on l'a vu, font le choix inverse, pour aboutir finalement au même résultat. Toucher la foi des spectateurs en tentant de les impliquer dans des images, mais des images désormais plus proches de leurs expériences quotidiennes, jusqu'à privilégier les détails anecdotiques. Ce mouvement est né, on l'a vu, dans le nord de l'Italie. Aux grandes dames de Michel-Ange ou de Vasari, certains peintres ont fait primer l'imitation coloriste de la nature sur l'exactitude du dessin d'après l'Antique ou les meilleurs maîtres. Il se poursuit à Venise, mais aussi en Lombardie, où après Léonard de Vinci, de nombreux artistes continuent de considérer la peinture comme une science essentiellement mimétique. Parmi eux, la famille des Campi, et au premier chef Vincenzo Campi, doivent être cités comme des exemples particulièrement frappants et significatifs de cette esthétique que l'on pourrait qualifier de naturaliste. Vincenzo Campi est le fils et l'élève de Giulio Campi et le frère d'Antonio Campi, tous peintres actifs dans le nord de l'Italie, essentiellement à Crémone, à une trentaine de kilomètres au sud de Milan et de Brescia. Si ces tableaux d'histoire, les tableaux d'histoire de Vincenzo Campi, sont marqués par les modèles milanais et vénitiens qui lui inspirent un vif intérêt, notamment pour les effets de la lumière artificielle, c'est surtout dans ces scènes de marché qu'il innove. Et ces tableaux ne viennent pas de rien, naturellement. Le succès des tableaux du Vénitien Jacopo Passano ont sans doute joué un rôle dans le développement de cette iconographie, servie par un pinceau extrêmement vif, beaucoup plus vif d'ailleurs que les peintres précédents, et un sens aigu du clair-obscur. Sans doute connaît-il un certain nombre des œuvres néerlandaises qui, quelques années plus tôt, ont exploré les mêmes sujets, à l'image des tableaux de Peter Hartsen ou de Joachim Beukelaar, dont nous reparlerons dans un prochain cours. Mais Vincenzo Campi ne se contente pas de plagier ces modèles. Si chacun des fruits représentés dans ce tableau fait l'objet d'une représentation méticuleuse et attentive aux moindres détails, la composition est organisée avec beaucoup plus de rigueur que chez ses confrères, qui aiment, eux, organiser une sorte de désordre apparent. Même coloriste, le vocabulaire visuel de Campi est ainsi marqué par un disegno qui organise la variété du matériau en cherchant à guider le regard du spectateur vers les différents motifs et structuré autour de la figure de la vendeuse de fruits qui joue dans cette scène de la vie quotidienne le rôle des admoniteurs traditionnels de la peinture religieuse. C'est toutefois dans la ville de Bologne, une ville située entre Florence et Mantoue, que les peintres sont les plus nombreux à réagir aux excès récents de la belle manière en favorisant une manière plus naturaliste dans le cadre offert par les préceptes de la réforme catholique. L'histoire artistique de Bologne, en effet, est intimement liée à l'Église romaine. Et ce d'autant plus que, comme nous l'avons vu précédemment, Bologne occupe une place essentielle dans l'histoire de la réforme catholique, ayant accueilli plusieurs sessions du Concile de Trente, mais aussi des membres de l'Église désireux de défendre et de promouvoir ici, y compris auprès des artistes, les principes de la réforme catholique. Je vous renvoie à cet égard à l'excursus consacré aux relations entre art et réforme catholique. Parmi ces personnages, un joue un rôle central à Bologne. Il s'agit de Gabriele Paleotti, dont nous avons déjà parlé. Il a fait ses études de droit civil et canon à Bologne, à partir de 1546, participé à la phase finale du Concile de Trente, entre 1561 et 1562, où il a servi de médiateur entre les réformistes et les traditionalistes. Il est fait ensuite cardinal par le pape Pie IV en 1565, puis évêque de Bologne l'année suivante, en 1566.
Paleotti souhaite appliquer strictement les décrets du Concile, mais non par la censure ou la répression, sous la forme des attaques de la Sainte Inquisition, dont nous avons évoqué les excès, au sein d'une réflexion tournant autour de Paul Véronèse et de son repas chez Lévi, ancienne scène, je vous renvoie là aussi à l'excursus consacré à la réforme catholique, mais en faisant valoir les exemples personnels, et en pensant que les artistes pourront épauler ces discours en produisant des œuvres conformes aux principes de la réforme catholique. Pour ce faire, Paleotti, qui lance notamment le programme de décoration de l'abside et de la crypte de la cathédrale de Bologne, encourage les artistes contactés à développer une manière plus simple et plus sobre, et nous verrons plus proche de la nature que les partisans de la bella maniera. Un moment charnière dans l'histoire artistique et culturelle de Bologne est l'avènement en 1559 du pape Giovanni Angelo Medici di Marignano sous le nom de Pie IV. En effet, ce peintre, qui a lui aussi fait ses études à Bologne, prend à cœur de transformer la ville, notamment sur le plan architectural et urbain. Il encourage ainsi, notamment, la construction de la place de Neptune, qui accueille en 1563 une monumentale fontaine de Neptune due au sculpteur florentin John Bologna. L'action de Pie IV sera d'ailleurs poursuivie après sa mort en 1572 par son successeur, Grégoire XIII, qui est aussi bolonais d'origine et qui renforcera encore les liens entre Rome et Bologne. Cette ambition attire rapidement de nombreux artistes, venus d'autres villes d'Italie, voire de l'étranger, comme c'est le cas par exemple de ce peintre d'origine anversoise, Denis Calvart, qui s'installe à Bologne en 1560 et y dirige un grand atelier. Vous constaterez que la manière de ces artistes, John Bologna ou Denis Calvart, est plutôt fidèle aux conventions et aux règles de la bella maniera, telles qu'elles se développent encore à la même période à Florence et à Rome. Ce n'est pas tout à fait vrai, néanmoins, de tous les artistes actifs à Bologne durant le dernier tiers du XVIe siècle. Un certain nombre d'entre eux, en effet, au même titre que Girolamo Muziano ou Santi di Tito à Rome et à Florence, participent du mouvement de naturalisation et de simplification de la bella maniera que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Parmi ces artistes, je souhaiterais évoquer un premier peintre, Bartolomeo Passarotti, qui est documenté à partir de 1560 à Bologne. On sait qu'il réalise ensuite des voyages à Rome, y fréquentant notamment l'architecte Giacomo Barozzi da Vignola ou le peintre Taddeo Zuccaro. De retour à Bologne, Passarotti fonde un atelier qui accueille de nombreux apprentis et assistants et devient l'un des principaux portraitistes de sa génération, travaillant notamment pour les papes et les cardinaux romains. Ici, je vous remontre le portrait du pape Grégoire XIII, dont Passarotti est l'auteur. Cet intérêt pour le portrait de la part de Passarotti n'est pas anodin. Pour Passarotti, qui est aussi un grand collectionneur d'antiques et de curiosités, qu'il met d'ailleurs à la disposition des visiteurs et des artistes curieux, l'enjeu est de pouvoir renouer avec une peinture qui, si elle ne peut ni ne veut être réaliste, cette notion n'a pas de sens à la période moderne, et je vous renvoie à cet égard à l'excursus consacré à cette notion, doit se rapprocher du modèle naturel, qui est un parfait antidote contre une peinture qui, parce qu'elle est trop souvent perdue dans les abstractions artificielles de la belle manière, a perdu aussi parfois le contact avec la plupart des fidèles, contact qui, vous le savez, doit être renoué si l'on suit les préceptes et les consignes du Concile de Trente. Fort de sa connaissance des œuvres du Vincenzo Campi, mais aussi de leur modèle néerlandais, Passarotti s'essaye ainsi aux scènes de la vie quotidienne, où il fait le choix délibéré de représenter des personnes issues des classes sociales les moins favorisées, comme ici des marchands de poissons, dont les corps et les vêtements lui offrent la possibilité de demeurer au plus près d'une représentation naturaliste des mondes sociaux, et non dénouée d'une certaine distance humoristique, voire sarcastique. Si les historiens de l'art ont souvent analysé ces scènes en termes symboliques, voyant dans ces poissons offerts au regard une possible allégorie des tentations de la chair, il est plus probable qu'en premier lieu, le tableau de Passarotti plaisait par la finesse et la précision de son imitation, plus que par ses sous-entendus symboliques, moins évidents et moins originaux. Il convient aussi de souligner que, dans le sillage de Vincenzo Campi, le pinceau de Passarotti a de tendance à être de plus en plus vif et visible, et donc de ne pas privilégier le lécher et la minutie du pinceau des artistes qui s'intéressent à la belle manière. Ces œuvres de Passarotti susciteront par la suite un vif intérêt de la part des peintres bolonais de la nouvelle génération, parmi lesquels il convient de citer une famille d'artistes qui jouera un rôle essentiel dans l'histoire de l'art de Bologne, mais aussi dans l'histoire de l'art italien et européen entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Je veux parler de la famille des Carracci, dit les Carraches en français. Cette famille est principalement composée de trois artistes, Ludovico, ou Ludovic en français, Agostino,
ou Augustin en français, et enfin Annibale ou Hannibal en français. Le plus âgé est Ludovico, qui est né en 1555 et dont la carrière est la plus longue également, puisqu'il meurt en 1619. Fort de sa grande culture visuelle, forgée à Bologne, mais aussi dans le cadre des voyages qu'il effectue à Florence, Parme, Venise et Mantoue, Ludovico a sans doute joué un rôle moteur et aussi un rôle de mentor auprès de ses deux cousins, les deux frères Agostino et Annibale Carracci, le premier étant né en 1557 et mort en 1602. Le second, Annibale, est probablement des trois l'artiste le plus important. Il naît en 1560 et il meurt en 1609. Il est probablement l'élève de son cousin Lodovico, qui l'envoie ensuite compléter sa formation dans le nord de l'Italie et à Venise. Hannibal y forge une admiration pour Titien et Raphaël, mais surtout un amour sans bornes pour le Corrège, dont il apprécie la manière, parfait équilibre entre l'élégance des formes de la bella maniera et un goût plus coloriste pour l'imitation de la nature, contrairement au parmesan qu'il apprécie, mais dont il considère qu'il a privilégié excessivement des proportions et des figures trop abstraites. Cette admiration envers le Corrège, et envers d'autres artistes, il l'exprime d'ailleurs dans deux lettres qu'il adresse en 1580 à son cousin Lodovico, alors qu'il se trouve à Parme. Magnifique et très respectable cousin. Quand Agostino viendra, il sera le bienvenu. Nous vivrons en paix, nous nous occuperons à copier de ces belles choses, mais pour l'amour de Dieu sans dispute entre nous, sans tant de subtilité et tant de paroles. Mettons toute notre attention à nous approprier de notre mieux la belle manière du Corrège. C'est là notre principale affaire, afin de pouvoir mortifier un jour toute cette canaille à bonnet qui nous est toujours sur le dos, comme si nous étions des assassins. J'ai promis à votre seigneurie de vous dire mon sentiment sur tout ce que je vois, ainsi que nous en convînmes avant mon départ. Mais je vous avoue que cela m'est impossible, tant j'ai encore de confusion dans mes idées. J'en deviens fou, je pleure, et j'éprouve le plus cruel chagrin lorsque, livré à moi-même, je pense combien le pauvre Corrège fut malheureux. Un si grand homme. Si toutefois c'en était un, et non plutôt un ange sur la terre, se perdre, se consumer dans un pays où il ne fut pas connu, Corrège. Mourir ici d'une manière aussi malheureuse, lui qui méritait d'être élevé jusqu'aux nues. Ô Corrège, ô Titien, je vous chérirai toujours, et jusqu'à ce que j'aille à Venise pour voir tes ouvrages, ô Titien, je ne mourrai pas content. Qu'on dise ce que l'on voudra, ce sont là les véritables peintures. Je le reconnais à présent, et je dis que vous aviez grandement raison. Cependant, j'avoue que je ne la devine pas bien et que je ne l'admets pas encore. Cette simplicité et cette pureté, qui sont vraies sans être vraisemblables, me plaisent. C'est la nature sans art et sans contrainte. Tel est aussi Raphaël. Que chacun l'entende à sa manière, pour moi je l'entends ainsi. Je ne puis bien m'exprimer, mais je sais que ce que j'ai à faire et cela suffit. Je suis retourné voir la coupole et l'église des Zoccolanti, et j'ai observé ce que votre seigneurie me disait quelquefois, en avouant que c'est la vérité. Mais je dis toujours, quant à mon goût, que Parmesan n'a rien de commun avec Corrège, parce que le tableau de ce grand peintre sont sortis de sa pensée et de son entendement. L'on voit que tout est tiré de sa tête et inventé par lui. Il s'appartient tout entier, il est seul original, tandis que les autres s'appuient tous sur quelque chose qui ne leur appartient pas. Celui-ci sur le modèle, celui-là sur les statues, un autre sur les estampes. Enfin, tous les ouvrages des autres sont représentés comme ils peuvent être, et ceux du Corrège comme ils sont réellement. Je ne sais pas bien m'expliquer ni me faire comprendre, mais je m'entends bien moi-même. Sans doute ne sera-t-on pas étonné de constater de fait que dans sa propre version de la déploration du Christ, qu'il peint vers 1604, Annibal Carracci se soit directement inspiré d'une composition de même sujet peinte par le Corrège vers 1522. L'autre peintre qui laisse une empreinte profonde sur l'art d'Annibale Carracci est Bartolomeo Passarotti, dont Annibal s'inspire directement dans son étal de boucher en y ajoutant toutefois 3 innovations personnelles. La touche plus vive et visible, qui renforce le sentiment de présence des figures et des objets, mais aussi du peintre, dont les traces du pinceau mettent en scène son talent, le travail plus contrasté de la lumière et de la couleur, jouant sur des clairs-obscurs forts qui évoquent l'art du Corrège, mais aussi sur celui du dernier Titien, et enfin la relation que le tableau établit avec le spectateur, auquel les bouchers semblent directement s'adresser, comme s'il existait un parallèle à établir entre ces impressionnantes carcasses de viande, susceptibles d'être cuisinées et dévorées par des ventres voraces, et le tableau d'Annibale Carracci même, offert à la délectation esthétique. Durant les années qui suivent, Annibale Carracci poursuivra ses recherches
sur l'imitation de la nature dans un contexte particulièrement favorable. En 1582, en effet, 4 événements contemporains marquent durablement la vie de Bologne, mais aussi la carrière des Carrache. Le premier est l'élection du pape Grégoire XIII. Le deuxième est l'élévation de Bologne au rang d'archevêché, à la tête duquel est placé, on l'a dit, Gabriele Paleotti. Le troisième est la publication par ce même Paleotti des 2 premiers volumes de son Discorso interno alle immagini sacre e profane, son discours concernant toutes les images sacrées et profanes, dont les 3 derniers tomes ne seront publiés finalement qu'en 1594. La rédaction de ce traité, proposant de lier les principes de la réforme catholique aux pratiques des peintres, a demandé 4 ans de rédaction à Paleotti, qui a pour cela consulté des professeurs, des savants, des juristes, des philosophes ou des artistes. Les propos édictés par Paleotti s'articulent autour de 5 grands principes. Premièrement, la peinture doit imiter la vérité. Pour cela, deuxième principe, elle doit se fonder sur la vérité de la nature. En cela, la peinture est une science, qui requiert dans son imitation la même exactitude que celle dont font preuve les artistes qui réalisent des illustrations scientifiques. À cette fin, troisièmement, la peinture doit faire preuve de sobriété et de simplicité, notamment dans la représentation des nus, qui doivent être limités au strict minimum, notamment dans les lieux sacrés. Quatrièmement, il faut refuser l'érudition gratuite, qui complique et entrave l'accès des fidèles aux œuvres d'art et aux divins qu'elles représentent. Paleotti critique ainsi l'usage des allégories et des symboles trop tortueux de la mythologie ou des grotesques dans les œuvres destinées à des lieux de culte. Cinquièmement et dernièrement, la peinture doit demeurer le plus proche possible des textes sacrés, canoniques ou exégétiques. Parallèlement à cette sorte de manifeste, à la fois théologique et artistique, un 4e événement marque la vie de Bologne des Carrache. La fondation, toujours en 1582, de l'Accademia dei Desiderosi, étymologiquement ou littéralement l'Académie des désireux ou des ambitieux, aussi appelée parfois l'Accademia del Naturale, l'Académie du naturel. Elle est fondée par Agostino et Annibale Carracci, qui encouragent l'imitation de la nature, l'étude éclectique de tous les maîtres, sans privilégier un modèle plus qu'un autre, et l'idée selon laquelle la peinture est moins une activité intellectuelle ou abstraite qu'une activité technique et manuelle. En 1585, cette académie prend un nouveau nom, l'Accademia degli Incamminati, l'Académie des acheminés, ou pour le dire autrement, des artistes qui sont sur le chemin du progrès. Cette académie, présidée par Lodovico, accueillera de nombreux artistes, généralement issus d'ateliers dirigés par des peintres proches de la Bella Maniera, et qui voient, en fréquentant les Carrache, leur manière évoluer vers plus de vérité, à l'image de peintres dont nous reparlerons dans de prochains chapitres, comme Guido Reni, l'Alban, le Dominicain, le Guerchin ou Giovanni Lanfranco. Un mot pour terminer d'Agostino Carracci, le frère d'Annibale. La carrière d'Agostino est double, puisque ses talents sont appréciés aussi bien dans le champ de la gravure que dans celui de la peinture. Agostino est l'un des graveurs italiens les plus recherchés de la fin du XVIe siècle, gravant des estampes d'après des modèles bolonais mais aussi vénitiens, Tintoret et Véronèse, ou encore d'autres graveurs, comme Cornelis Cort, dont il a tiré sa manière libre, qui joue du contraste entre les vides et les pleins, recréant dans l'estampes l'illusion du clair-obscur et du coloris vénitien. Dans le domaine de la peinture, Agostino fait l'objet d'un vif intérêt de la part de ses contemporains, dont l'exemple le plus fameux et le plus discuté est probablement sa dernière communio de Saint Jérôme. Ce retable est peint par Agostino entre 1591 et 1597 pour l'église bolognaise de San Girolamo alla Certosa, et il suscite aussitôt l'admiration de ses contemporains, résumée dans une très longue description qu'en propose le théoricien de l'art Giovanni Pietro Bellori en 1672 dans ses Vite dei pittori, scultori e architetti moderni, ces vies des peintres, sculpteurs et architectes modernes, censées constituer la suite des vies de Vasari, et où il résume ainsi les qualités de l'ouvrage. Toutes les peintures de cette partie sont hautement louables pour l'excellence de l'invention, les affects et l'imitation de la nature, qui est excellente dans le coloris, harmonieusement tempérée en chaque forme et conformément à la nature de chacune des figures, qui sont voisines les unes des autres, tout en participant les unes les autres à l'effet d'ensemble. Pour le dire autrement, Bellori admire ici la parfaite synthèse du disegno et du colorito. Le dessin marque et structure l'ensemble de la composition, en modelant et en mettant en relief chaque figure, on le voit notamment avec la figure du moine au premier plan, qui tient une bougie
et qui donne le sentiment que cette main sort de l'espace de la composition. Il s'agit de construire un espace perspectif, rigoureux, dont ce figure de moine est en quelque sorte le premier plan, tandis que l'architecture, le paysage qu'elle encadre, composent le fond. Il s'agit aussi de traiter chaque figure de façon différente et diversifiée. Toutes ces qualités relèvent donc des qualités traditionnellement associées au design. Le coloris, quant à lui, est visible dans la réduction générale de la palette chromatique, dominée par un camailleux de brun, et qui fait ainsi ressortir le groupe principal, constitué du prêtre, vêtu d'une chasuble bleue, et de saint Jérôme, dont le corps vieilli par les années d'isolement dans le désert, ressort grâce à un drapé d'un rouge intense. Durant la fin du XVIe siècle, l'art italien connaît ainsi un véritable tournant, qui d'une part ne signifie pas la fin de la belle manière, qui continue d'être reformulé et même transformé, mais qui d'autre part voit de plus en plus d'artistes tenter de privilégier d'autres formes de représentation, plus proches des solutions formelles des artistes vénitiens, soucieux d'une observation plus juste et plus simple de la nature. Deux orientations qui, à des degrés ou pour des raisons différents, sauront s'imposer dans le nouveau cadre proposé par la réforme catholique, en Italie, mais aussi dans le reste de l'Europe, et en particulier dans le Saint-Empire, un territoire unique où les idées issues de la réforme comme de la réforme catholique animent les artistes dont les œuvres montrent une extraordinaire variété dont il sera question dans le chapitre suivant.